Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, je parle dans cette vidéo d'un autre chapitre dans lequel on va parler du dosage des règles. Donc le dosage des règles. Les objectifs de cette leçon sont, donc dans le premier paragraphe, on va parler de la définition et de principe de tétrage. C'est quoi un tétrage ou bien c'est quoi un dosage direct? Dans le deuxième paragraphe, on va parler de la notion d'équivalence. Donc, dans ce cas, on va étudier l'équivalence. Dans le troisième paragraphe, on va parler de quelques méthodes de tétrage. Donc, premier paragraphe, principe du dosage. Définition. Un dosage ou titrage, donc dosage, c'est même chose titrage. Direct est une manipulation dont la finalité est de déterminer la concentration d'une espèce chimique, molécule ou ion en solution. Donc, la définition d'un dosage ou bien d'un tétrage direct, lorsqu'on parle du tétrage direct, elle a le but de déterminer la concentration d'une espèce chimique, moléculaire ou bien ionique dans une solution. L'idée générale d'un tétrage est de consommer complètement le réactif attétré en introduisant progressivement un réactif titrant. Donc, lorsqu'on parle du tétrage, son idée initiale est de faire une réaction dans laquelle on va consommer complètement le réactif attétré en ajoutant d'une façon progressive un autre réactif qui est appelé, ou bien qui appelle réactif titrant. Dans un tétrage direct, donc, la manipulation ne mise en jeu qu'une seule réaction chimique entre deux réactifs. Le premier, appelé le réactif titré A. Le réactif titré A, contenu dans une solution A dosée, ou bien attétrée, de concentration Ca inconnue. Donc, le réactif qui se trouve dans la solution A dosée est appelé le réactif titré. Il a une concentration inconnue. Le deuxième réactif, appelé réactif titrant B, contenu dans une solution titrante de concentration connue Cb. Donc on fait réagir deux réactifs. Le premier A dans une solution de concentration inconnue et le deuxième, il doit être connu, sa concentration doit être connue, appelé le réactif titrant. Quel est le montage expérimental ou bien quels sont les outils qu'on va utiliser pour faire un montage expérimental? Donc, les outils sont un porteur, une burette graduée, donc graduée pour connaître à chaque fois lorsqu'on ouvre le robinet de cette burette graduée, lorsqu'on ouvre ce robinet, on verse une quantité ou bien un volume. Donc, lorsqu'on verse un volume, puisque la burette est graduée, donc on connaît ou bien on sait la valeur de volume versé à chaque fois. Une solution titrante B de concentration connue. Donc la solution titrante toujours est dans la burette. Un bécher ou bien un Erlenmeyer dans laquelle on pose une solution titrée de concentration inconnue. Et pour avoir un mélange homogène, on utilise un agitateur magnétique. Donc lorsqu'on fait ajouter ou bien lorsqu'on ouvre le robinet de la burette, on verse une quantité ou bien un volume ou bien quelques gouttes de la solution titrante dans l'Erlenmeyer que contient la solution titrée. Dans ce cas, on obtient un mélange réactionnel. Ce mélange réactionnel, pour qu'il soit homogène, on lui fait l'agitation en utilisant l'agitateur magnétique. La réaction de dosage. En introduisant le réactif, donc le déroulement de la réaction, lorsqu'on fait introduire le réactif titrant B dans le bécher contenant le réactif titré, il se produit une réaction chimique entre les deux, nommée réaction support de tétrage. Il a trois caractéristiques très importantes, RTU, rapide, total et unique. On dit qu'une réaction est rapide lorsque cette réaction se termine ou bien est terminée dans quelques instants. Donc, lorsque la réaction se termine dans quelques instants, donc d'une façon très rapide, on dit que c'est une réaction rapide. On dit encore que la réaction de dosage est totale
Parce que à chaque fois, on trouve la disparition totale de l'un des réactifs ou bien des deux. Donc, on dit que la réaction est totale. Donc, à chaque fois, on aura un réactif limitant. Unique, la réaction support de tétrage doit être la seule à se dérouler dans le milieu réactionnel durant la manipulation. Donc, dans ce cas, lorsqu'on fait ajouter une solution titrante à la solution attitrée, donc dans ce cas, on peut avoir plusieurs espèces chimiques dans le mélange. Donc, mais pour la réaction du dosage, on doit avoir seulement une seule réaction qui appelle la réaction du dosage. Donc, on dit dans ce cas que la réaction est unique ou bien est univoque. On peut encore avoir des autres réactions, mais ces réactions soit négligeables, soit ne modifient pas la quantité de matière des réactifs. Donc, on a deux choses. On peut avoir d'autres réactions, mais ces réactions sont négligeables, ou bien ces réactions ne changent pas la quantité des matières des réactifs. Quelles sont les étapes lors du déroulement de la réaction du tétrage? Lors du déroulement de la réaction du dosage entre A et B, on distingue trois phases ou bien trois étapes. La première appelée l'étape avant l'équivalence. Dans ce cas, le réactif A est en excès, le réactif titrant B et le réactif limitant. Donc, dans la première étape, qui est l'étape avant l'équivalence, la quantité versée du B n'est pas suffisante pour que le réactif qui se trouve dans le bécher doit être disparaître. Donc, dans ce cas, cette quantité minimale qui est le réactif limitant. Donc, A n'est pas disparu dans la première étape. Donc, dans la deuxième étape, à l'équivalence, les deux réactifs, le titrant B et le titré A, sont tous deux réactifs limitants. Donc, dans ce cas, on dit que le mélange est stoichiométrique. Donc, dans cette étape, qui est l'étape la plus importante pour nous, qu'on va étudier ultérieurement, donc à l'équivalence, les deux réactifs A et B sont tous les deux réactifs limitants, c'est-à-dire tous les deux disparus à la fin de la réaction. Après l'équivalence, donc le réactif titré A est totalement disparu dès l'étape précédente. Donc dans ce cas, lorsqu'on rajoute le réactif titrant B, donc B ne réagit pas parce que A n'existe plus. Donc dans ce cas, lorsqu'on rajoute, ou bien lorsqu'on verse un volume de la solution, ou bien du réactif titrant, donc dans ce cas, cette quantité ne réagit pas, donc elle s'accumule et sa concentration va augmenter en fonction du temps. Donc deuxième paragraphe, l'état d'équivalence. Nous écrivons la réaction support du titrage ainsi AA plus BB dans CC plus DD avec petit a, B, C, D sont les coefficients stoichiométriques et C et D sont des produits, A et B, grand A et grand B sont des réactifs. Donc dans ce cas, on va tracer le tableau d'avancement de l'équivalence. Donc à l'état d'équivalence, on peut encore tracer le tableau d'avancement de les deux autres étapes, l'étape avant et après l'équivalence, mais l'étape la plus importante pour nous qu'on étudie dans cette ou bien dans ce paragraphe est l'état d'équivalence. Donc on trace seulement le tableau d'avancement de l'étape de l'équivalence. Donc l'état d'équivalence, l'état initial. L'état initial, c'est l'état dans lequel A se trouve dans le bécher, B se trouve dans la burette sans contact. Donc sans aucun contact entre les deux. Donc appelé l'état initial. Donc l'état initial, dans cet état initial, on aura NEA égale à CAVA, la quantité initiale de A dans le bécher, avec CA la concentration qu'on va chercher, et VA est le volume de la solution titrée. Pour A, donc NEA, à l'état, ou bien avant l'équivalence, donc A
doit être diminué parce que A est un réactif, donc Na moins AX, donc il se diminue d'une portion A fois X. Lorsqu'on arrive à l'état d'équivalence, la quantité de matière de A égale à 0, parce que A est disparu, ou bien est disparaître lorsqu'on arrive à l'état d'équivalence. Donc Na moins AXE, donc dans ce cas, on pose encore l'avancement de la réaction dans l'état d'équivalence est noté XE. Donc Na moins AXE égale à 0. Même chose pour B. Donc dans l'état initial, NB égale, c'est la quantité initiale de B dans la burette. Donc la quantité de la solution T30 qui se trouve dans la burette. Avant l'équivalence, NB moins BX égale à 0, parce qu'on a dit que le réactif limitant avant l'équivalence, toujours c'est le réactif qui se trouve dans la burette. Donc B dans ce cas. Lorsqu'on arrive à l'état d'équivalence, on ajoute une quantité du B qui est égale à CBVE, avec VE le volume versé pour avoir l'équivalence, NEB est la quantité ajoutée. Donc NEB moins BXE égale à 0, parce que encore à l'état d'équivalence, soit A, soit B, ils seront tous les deux réactifs limitants, donc ils disparaîtront tous les deux. Pour les produits C et D, donc à l'état initial, aucun contact entre A et B, c'est-à-dire les produits n'existent plus, donc 0, 0. Puis C et D augmentent, la quantité de matière de C et D augmente d'une portion dans C fois X pour C, D fois X, C fois XE, D fois XE. Donc, on va chercher la relation d'équivalence. NA moins AXE égale à 0. NEB moins BXE égale à 0. Ça veut dire quoi? XE égale, pour la première, XE égale à NA moins XE égale NA sur A. Pour la deuxième, NEB moins BXE égale à 0, c'est-à-dire que XE égale à NEB sur B. Donc, XE égale à XE, c'est-à-dire NA sur A égale à NEB sur B. On appelle cette relation, c'est la relation d'équivalence. Ou bien, on peut encore remplacer NA par son expression qui est CA fois VA. Et NEB encore, lorsqu'on l'a remplacé par son expression, donc c'est B fois VE sur B. C'est la relation de l'équivalence avec VE ou bien VBE, le volume versé de B pour avoir l'équivalence. Donc on déduit donc la concentration de la solution titrée. Lorsqu'on revient à cette expression, donc dans ce cas, CA qui est le seul qui est inconnu dans cette expression, VA est connu, A et B sont des coefficients, CB est connu, et encore VE doit être déterminé avec l'un des méthodes dans laquelle on va parler dans le troisième paragraphe, Inch'Allah. Donc CA égale à A fois CB fois VE sur B fois VA. Donc ça c'est l'expression de la concentration de la solution tétrée. Donc ça c'est le but de dosage ou bien du tétrage et de déterminer la concentration inconnue. Troisième paragraphe, le repérage. Comment on peut détecter ou bien repérer l'équivalence du dosage, d'un dosage? Comment on détermine VE? Comment on peut déterminer la valeur du volume versé pour avoir l'équivalence? Il y a deux types de réactions de dosage. Dosage acido-basique, lorsqu'on a la réaction entre un acide et une base. Dans ce cas, pour faire l'expérience, si l'acide a une concentration inconnue, donc on fait l'expérience ou bien le dosage d'un acide par une base.
Dans le cas contraire, lorsque la base a une concentration inconnue, donc on utilise dans ce cas pour l'identifier, on utilise un acide, donc on appelle cette expérience le dosage d'une base par un acide. Le deuxième type est le dosage oxydoréduction. Lorsqu'on a une réaction entre un oxydant et un réducteur. Dans ce cas, même chose, un réducteur, lorsque sa concentration est inconnue, on va la mettre en bas et l'oxydant en haut. Et le cas contraire, lorsque la concentration de l'oxydant est inconnue, on utilise un réducteur de concentration connue pour identifier ou bien pour déterminer la concentration de l'ox. On peut repérer ou bien détecter l'équivalence d'une réaction de dosage par plusieurs méthodes. Donc on a plusieurs méthodes, mais je veux parler dans ce niveau seulement de deux méthodes. Dans l'année prochaine, Inch'Allah, encore, on va parler d'une autre méthode qui est la détermination du pH du milieu lorsqu'on a une réaction acido-basique. Donc on peut déterminer le pH du milieu ou bien pH du mélange réactionnel en fonction du volume versé. Mais on va parler dans ce cas de deux méthodes. La première appelée le tétrage conductimétrique. Le tétrage conductimétrique. On étudie comment évolue la conductance G ou la conductivité sigma de la solution en fonction de B. Donc à chaque fois, on mesure la valeur de la conductivité sigma ou bien de la conductance G du milieu en fonction de, à chaque fois qu'on verse un volume VB, on mesure sigma et on trace une courbe dans ce cas. Donc on va prendre un exemple. Donc le dosage de la solution d'acide chlorhydrique H3O+, Cl- du volume VA égale à 100 cm3 et de concentration inconnue avec la solution d'hydroxyde de sodium Na++ OH- de concentration connue 1 mol par litre. Donc dans ce cas, on utilise un appareil pour mesurer la conductance du milieu. Donc on met un électrode pour détecter la valeur de la conductance à chaque fois qu'on verse une quantité de la solution d'hydroxyde dans le milieu qui contient l'acide chlorhydrique. Donc on obtient des valeurs du sigma en fonction de VB. La réaction support du titrage dans ce cas s'écrit donc H3O++ plus HO- donne 2H2O. Ça c'est la réaction qui se déroule dans ce cas. L'expression de la conductivité dans ce mélange s'écrit sigma. Donc sigma, la conductivité égale à la somme des lambda fois la concentration des ions qui se trouvent dans le milieu. Donc dans ce milieu, on a 4 ions, H3O+ et Cl- dans la solution d'acide chlorhydrique et Na+ et OH- dans l'autre solution d'hydroxyde de sodium. Donc lambda du premier fois sa concentration, lambda Cl- fois sa concentration, lambda Na+ fois sa concentration et lambda OH- fois sa concentration encore. La courbe sigma en fonction du volume dans ce cas est la suivante. Donc on trouve, lorsqu'on mesure sigma en fonction du volume versé, on trouve une courbe comme la suivante. Donc on va faire une petite explication. Pourquoi sigma, lorsque VB égale à 0, on trouve que sigma n'est pas nul, puis la courbe décroît pour arriver à un point qui appelle le point d'équivalence. Donc ça c'est le point d'équivalence. Et encore pourquoi la courbe s'augmente lorsqu'on est dans la troisième étape qui est l'étape après l'équivalence. Donc explication. Revenons toujours à l'expression de sigma. Donc à l'état initial. C'est quoi l'état initial? L'état initial, c'est-à-dire lorsque VB égale à 0.
Dans ce cas, dans le bécher, on ne trouvera que H3O+, et Cl-, c'est-à-dire la solution à doser. Na plus et OH- égale à 0 parce que à l'état initial, on a seulement l'acide chlorhydrique dans le bécher. Donc, sigma égale à lambda de H3+ fois la concentration de H3+, lambda Cl- fois la concentration de Cl-. Puisque H3+ et Cl-, ces valeurs des différentes zéros, donc dans ce cas, sigma première, donc au départ sigma 0, et n'est pas nul. Avant l'équivalence, le réactif limitant est HO-, parce que HO- qui se trouve dans la burette. Et H3+ est un réactif, c'est-à-dire sa concentration va diminuer, donc sigma. Donc revenons toujours à l'expression de sigma, puisque OH- égale à 0, parce que OH- est le réactif limitant, donc sa concentration va être nulle. H3+ diminue, mais Cl- et Na+ sont des ions qui ne participent pas à la réaction. Donc, c'est-à-dire, cette partie en noir est inchangeable, donc est invariable. Donc, la valeur de sigma est dépendante de la concentration de H3+. Puisque H3+, la concentration de H3+ diminue à chaque fois qu'on ajoute un volume VB, donc dans ce cas, sigma va être décroissante dans cette partie. Donc sigma décroît. Lorsqu'on arrive à l'état d'équivalence, les deux réactifs seront limitants. Donc la concentration d'H3+ égale à 0, la concentration de HO- égale à 0, donc on ne trouvera que lambda Cl- fois Cl- plus lambda Na+ fois Na+, et le produit qui est H2O qu'on ne peut pas intégrer dans l'expression de sigma, parce que sigma donc dans l'expression de sigma on met seulement les ions. Donc dans ce cas, puisque Cl- et la concentration de Na+ sont inchangeables ou bien invariables parce qu'ils ne participent pas à la réaction, donc dans ce cas sigma est différent de 0 lorsqu'on arrive à l'état d'équivalence. Donc dans ce cas, donc ça c'est l'explication pourquoi sigma n'arrive pas à la valeur égale à 0 lorsqu'on a dans l'état d'équivalence. Après l'équivalence, H3+ est le réactif limitant, le réactif qui se trouve dans le bécher. Donc H3+ égale à 0, donc cette partie égale à 0. L'autre partie est inchangeable, donc ça existe, qui est égal à cette valeur. Puis, lorsqu'on ajoute un volume VB de HO-, on a dit que HO- qui se trouve dans la burette, à l'état, après l'équivalence, donc HO- ne réagit pas. Donc, c'est-à-dire que la concentration de HO- augmente avec le temps lorsqu'on ajoute une quantité de VB, donc la concentration d'H- augmente. Donc dans ce cas, puisque la concentration augmente, c'est-à-dire sigma encore va augmenter. Deuxième tétrage, c'est le tétrage calorimétrique. Dans ce type de tétrage, l'équivalence se repère par un changement de couleur, l'apparition d'une coloration ou la disparition d'une coloration. Donc, quand est-ce qu'on utilise un tétrage colorimétrique? Lorsqu'on a l'apparition et la disparition des couleurs. C'est-à-dire lorsque les réactifs, ou bien l'un au moins des réactifs est coloré. Donc on peut avoir l'équivalence lorsqu'on voit le changement de la couleur. Ou encore lorsque le milieu est incoloré. Donc dans ce cas, on peut ajouter des indicateurs colorés comme on a déjà vu dans la leçon des réactions acido-basiques. Donc on peut ajouter un indicateur coloré pour que le milieu doit être coloré. Donc et dans ce cas on peut voir l'évolution de la couleur en fonction du volume versé.
Exemple, oxydation de l'ion de fer Fe2+, par l'ion de permanganate de potassium MnO4- au milieu acide. La réaction support titrage dans ce cas sécrète MnO4- plus 8H+, plus 5Fe2+, dans Mn2+, plus 5Fe3+, plus 4H2O. Dans ce cas, l'ion MnO4- a une couleur violet. Pour Fe2+, il a la couleur verte. H+, Mn2+, et Fe2+, et H2O sont incolorés. Donc, en posant le permanganate du potassium dans la burette, avec une concentration COX, donc MnO4- dans ce cas, joue le rôle d'un oxydant, donc de concentration 10-2 mol par litre. Dans l'air lumière, on pose le sulfate du fer, Fe2+, plus SO4- de concentration inconnue et de volume V de réducteur, parce que Fe2+, dans cette réaction joue le rôle d'un réducteur, 30 ml. Donc on peut avoir, ou bien on peut suivre l'évolution de la réaction par changement du couleur. Donc quelles sont les couleurs du mélange? Donc toujours on parle des trois étapes. Dans la première étape, c'est l'étape avant l'équivalence. Donc avant l'équivalence, le réactif limitant et le réactif qui se trouve dans la burette. Donc lorsqu'on ajoute un volume du permanganate de potassium dans le bécher qui contient le fer, ou bien l'ion de fer Fe2+, dans ce cas, la couleur violet doit disparaître parce que ça est le réactif limitant. Donc on va trouver le mélange doit être vert, la couleur du Fe2+. Lorsqu'on arrive à l'état d'équivalence, donc l'état d'équivalence, c'est l'état dans lequel les deux réactifs se disparaître, donc le permanganate de potassium MnO4- et encore le fer et l'ion de fer doit être disparu, donc les deux disparus, c'est-à-dire les deux couleurs doivent être disparus. Donc on aura seulement à la fin on va avoir H+, Mn2+, Fe2+, et H2O qui sont incolorés, donc la couleur est ou bien le milieu doit être incoloré. Lorsqu'on est dans la dernière étape, c'est l'étape après l'équivalence. Donc après l'équivalence, le fer ou bien la couleur verte doit être disparaître dès l'étape d'équivalence. Donc lorsqu'on ajoute et le mélange est incoloré à l'étape d'équivalence, donc lorsqu'on ajoute un volume de permanganate de potassium de couleur violet, donc le milieu doit être toujours violet. Donc ça c'est le suivi du le changement de couleur d'un milieu en utilisant le tétrage colorimétrique. Comment on peut déterminer la concentration de l'ion de fer Fe2+ dans ce cas? D'après l'équation du tétrage, on écrit la relation d'équivalence. Donc la quantité versée de MnO4- sur le 1, qui est le coefficient de MnO4- égale à NE de Fe2+ sur le coefficient qui est égal à 5. Donc dans ce cas, en remplaçant NE MnO4- par COX fois VE, le volume versé, à l'équivalence, NE de Fe2+ égale à CRED fois VRED sur 5. Dans cette expression, on trouve que le volume versé à l'équivalence VOX égale à 15 ml. Donc, lorsqu'on fait l'expérience, donc dans ce cas, on peut déterminer la valeur du volume qu'on doit ajouter pour avoir la disparition totale des deux couleurs. Donc, on trouvera, en utilisant les données, ou bien les valeurs précédentes, donc on va trouver que VE égale à 15 ml. Donc, CRED, d'après cette relation, donc CRED égale à 5 fois COX fois VE sur VRED fois 1. Donc 5, COX 10-2, VE égale à 15 ml, VRED égale à 30 ml, donc la valeur égale à 2,5 fois 10-2 mol par litre. Donc ça c'est tout ce qu'on a. Merci pour votre attention.